Bonsoir, assassin à 15 ans. Que peut-il se passer dans la tête d'un adolescent palestinien pour se transformer en meurtrier et aller assassiner avec une telle cruauté une femme de 38 ans, une Israélienne, mère de 6 enfants sous les yeux de ses propres enfants. Gérard Lopez, psychiatre, président de l'Institut de victimologie de Paris, nous aidera à comprendre. Il nous aidera aussi à appréhender la réaction de ces enfants témoins de l'horreur. Mais les enquêteurs ont peut-être déjà des éléments que nous n'avons pas encore. Ils interrogent en ce moment même le jeune terroriste Maxime Pérez. Il est environ 5 heures du matin. L'armée israélienne vient de pénétrer dans le village palestinien de Beth Imra. Le raid est mené avec l'appui des services de renseignement du Shabak. À l'image, les commandos d'Oufdevan, habitués aux opérations coup de poing. En quelques minutes, les militaires atteignent la maison du terroriste, qu'ils encerclent. Chacune des entrées est sécurisée. Les forces spéciales peuvent pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Dernières instructions avant que l'unité ne fasse irruption dans la chambre à coucher du meurtrier de Daphna Meir. Le terroriste sera cueilli dans son lit. Mourad Adias, un adolescent palestinien de 15 ans jusqu'ici inconnu des services de sécurité. Il leur aura fallu moins de 30 heures pour appréhender le jeune suspect. Menée par des centaines d'hommes, la traque de l'armée israélienne s'était concentrée dans la région sud de Hébron, en particulier autour des 4 villages palestiniens qui ceinturent l'implantation juive d'Otniel. Lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait juré que le meurtrier de Daphna Meir serait appréhendé tôt ou tard. Son mari et ses 6 enfants orphelins peuvent désormais entamer leur deuil. Daphna Meir, l'infirmière assassinée, vivait à Otniel. Comment ses voisins, comment les habitants ont-ils réagi à la capture du terroriste? L'enquête de Mathias Inbar et Daniel Bock. C'est par ce terrain que Mourad Adaïs a pénétré dans la localité d'Otniel. Le terroriste palestinien de 15 ans se rend alors dans un chantier de la maison mitoyenne de celle de Daphna Meir et poignarde à mort cette mère de famille. 48 heures après les faits, il a finalement été arrêté par l'armée israélienne. Une arrestation qui n'apaise pas la peine des amis de la victime. Non. Ça ne m'apaise pas. Oui, nous avons confiance dans les forces de sécurité qui font leur travail. Mais combien reste-t-il de terroristes dans la nature? Trop, selon moi. Le rabbin de l'implantation essaye quant à lui de rester positif. Il préfère parler de paix plutôt que de vengeance. On a besoin de créer un monde de paix, d'humanité, pas un monde de cruauté et de meurtre, de personnes qui ont perdu toute humanité. Et après cet attentat, les jeeps de l'armée et de la police israélienne se succèdent les unes après les autres sur les routes avoisinant Otniel. Des soldats patrouillent également à pied les chemins qui font face aux nombreux villages palestiniens. Une manière également de rassurer les 1000 habitants de cette implantation. Nous savions que les forces de sécurité et l'armée parviendraient à arrêter le terroriste. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ce qui s'est passé. Nous disposons d'un excellent dispositif de sécurité ultramoderne autour du village. Cela dit, c'est la première fois qu'un terroriste pénètre ici et nous ne savons pas comment cela s'est passé. L'armée est en train d'enquêter sur la question. Après avoir poignardé à mort Daphna Meir dans la maison qui est derrière nous, le terroriste palestinien a ensuite pris la fuite. Il a emprunté ce chemin de terre pour aller se réfugier dans les villages arabes palestiniens qui jouxtent quasiment cette localité d'Otniel. Et je vous propose d'écouter la réaction du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, très ému aujourd'hui. Celui qui veut voir la vérité sur les racines du conflit entre nous et les Palestiniens, qu'ils viennent à Otniel, voir ici une famille fabuleuse qui voulait simplement la coexistence et la paix. Voir aussi ces jeunes qui attisent la haine, tuent des mères de 6 enfants et déclarent « Nous les exterminerons tous, y compris à Tel Aviv et à Yafo ». Et l'on retrouve Julia Ganancia à Otniel, où l'émotion, j'imagine, Julia, est encore très forte ce soir. Oui, Paul, effectivement, une émotion qui est très forte. Les habitants d'Otniel sont encore sous le choc. Lorsqu'on est arrivé, ce qui nous a frappé d'abord, c'est les messages qui sont écrits un peu partout, sur les balcons, sur le portail. On peut lire des messages des messages d'espoir et puis des messages de solidarité, des messages qui disent par exemple nous nous réconfortons ensemble et nous restons forts,
nous allons nous battre ensemble. C'est ce genre de message que l'on peut voir sur toute la route, à l'intérieur d'Otniel, et puis des gens qui sont beaucoup, pour la plupart, abattus. Même si ce soir le terroriste est arrêté, beaucoup nous disent que ça ne changera rien, que ça ne ramènera pas Daphna Meir et qu'il faut prendre du temps pour faire face à la douleur et pour panser ses plaies. Donc beaucoup d'émotions encore. La chance qu'ils ont, ces gens, c'est ce qu'ils me disaient en tout cas, c'est que dans cette douleur, ils sont ensemble. Et ça, on le ressent beaucoup au sein de cette communauté. Ils se voient beaucoup, ils passent beaucoup de temps ensemble et ça les aide à passer cette épreuve qui est très difficile et qui est inédite dans ce village d'Otniel. Merci Julia. Je vous propose maintenant, pour tenter de comprendre, de retrouver en direct de Paris notre invité, Gérard Lopez, psychiatre, président de l'Institut de victimologie de Paris. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je posais la question en début d'émission. Que peut-il se passer dans la tête de ce garçon de 15 ans qui va agir avec une telle cruauté? Eh bien, écoutez, je suis expert judiciaire et j'ai eu l'occasion d'examiner en prison un certain nombre de jeunes djihadistes. Il y a vraiment des profils très, très différents. Très rares sont ceux qui sont fous, les psychotiques sont très très rares. Mais j'ai vu deux profils assez courants. Un premier profil qui sont des jeunes qui ont un passé judiciaire important, qui ont commis des délits, qui ont été pris en charge par la justice très jeunes, qui ont été dans des foyers, qui ont vécu dans des conditions de maltraitance graves quand ils étaient jeunes. C'est un premier profil. On en a eu en France, on a eu les frères Kouachi, on a eu Koulibaly, des gens qui avaient déjà été en prison et qui peut-être s'étaient radicalisés en prison. Et puis j'ai eu aussi des jeunes hommes de toute nationalité, de toute confession. Je vais vous étonner, mais j'ai même eu un jeune djihadiste de confession juive, c'est quand même assez extraordinaire, qui sont en général des gens assez timides, assez repliés et qui se radicalisent chez eux sur Internet, où ils ont l'impression de trouver une famille. Alors, est-ce que... Il y en a un qui m'a dit il y a un an ou deux... Non, je vous en prie. Oui, Qui vous a dit, dites-moi. Il y en a un qui vous a dit il y a un an ou deux. Il m'a dit j'avais pas d'amis, pas de copine, j'ai surfé sur Internet, j'ai trouvé que c'était très injuste, je me suis enflammé contre l'armée américaine, on montrait beaucoup d'images comme ça, des atrocités perpétrées par l'armée américaine et progressivement je me suis radicalisé. Est-ce qu'à 15 ans on agit de son propre fait? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des commanditaires derrière et des hommes qui manipulent et instrumentalisent les jeunes? Ah bah complètement. Complètement. Alors, une fois qu'ils sont repérés, ils sont bombardés de messages. C'est un peu comme quand on rentre dans une secte, on leur dit qu'ils sont merveilleux, qu'ils vont trouver le bonheur, etc. Et ils se trouvent une identité de remplacement parce qu'ils n'ont pas d'identité vraiment, ces gens-là. Alors, comprendre, ai-je dit, comprendre aussi ce qui se passe au sein de cette famille. Un homme, une femme mariés, 6 enfants, des enfants qui assistent à l'horreur, qui sont témoins de l'assassinat de ces plusieurs coups de couteau portés par le meurtrier à leur mère. Alors, une première réaction, comment peuvent-ils réagir dans l'instant? Quelles seront les séquelles plus tard, Gérard Lopez? Vous êtes psychiatre. Alors dans l'instant, oui bien sûr dans l'instant, on ne peut pas y croire. Dans l'instant, il y a des phénomènes psychologiques, neurobiologiques qui se produisent. Il n'y a que le cerveau émotionnel qui voit ça. On ne peut plus réfléchir parce qu'il y a une scission, une dissociation entre le cerveau émotionnel et le cortex. Et on assiste à ça comme un spectateur ou parfois même comme le lapin dans les phares de l'automobile. Ça, c'est la réaction immédiate. Et après? Les séquelles? Alors après, dans un second temps, eh bien, oui, les séquelles, dans un second temps, alors tout dépend de la façon dont on a été élevé. Si, Dieu merci, on a été élevé avec des parents suffisamment bienveillants, des parents qui vous ont donné une bonne identité, une bonne image de vous, on appelle ça un attachement sécure, eh bien, vous allez présenter un trouble de stress post-traumatique. Je peux vous le décrire si vous voulez. On a peu de temps, mais justement, vous parlez... Donc, le trouble... Oui, allez-y, mais alors en peu de mots, Gérard Lopez. Alors c'est très simple, les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre rapidement, si vous voulez. Les images qui se sont gravées dans le cerveau
vont réapparaître constamment comme si le magnétoscope se déclenchait en permanence. Ils vont revivre l'assassinat de leur mère, ils vont faire des cauchemars la nuit, ils vont avoir peur de tout. Ils vont essayer d'éviter ces images sans y parvenir. Et c'est pourquoi il serait très 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 important qu'ils soient pris en charge. Et en Israël, je connais beaucoup de psys qui sont très très compétents. Alors justement, vous parlez d'Israël, moi je suis là depuis quelques mois, j'observe la société israélienne, j'observe cette violence quotidienne, terrifiante, et je regarde la réaction de la société israélienne, toujours très digne, toujours très pudique, qui enterre ses morts, qui pleure le jour de l'enterrement et qui ensuite se remet à vivre et qui ne veut pas montrer ce traumatisme, mais j'imagine que ce traumatisme reste quand même réel, même s'il n'est pas visible. Gérard Lopez. Il est réel, vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Israël Feldman, j'ai un autre ami, un Américain, Claude Shemtop, qui ont fait des études là, à Desrot, où vous savez, il y a les missiles qui tombent tous les jours sur les gens, et je peux vous garantir que tous les enfants sont traumatisés et qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide, de psychothérapie, de facteurs de résilience. Non, Israël, les enfants d'Israël sont très traumatisés et les adultes aussi. La dignité est une chose importante. Parce que le rôle des parents, si les parents savent maintenir un cadre un peu sécure aux enfants, ça les aide à se reconstruire plus facilement. Mais croyez-moi, ce n'est qu'une apparence. Merci beaucoup pour cet éclairage et toutes ces explications que vous nous donnez, Gérard Lopez. Je rappelle que vous êtes psychiatre et président de l'Institut de victimologie de Paris. Et pendant ce temps, Daesh ouvre une hotline et met la technologie au service de la barbarie. Rudy Saada. Daesh a désormais sa propre hotline, c'est ce qu'affirment nos confrères d'RTL qui se sont procuré une note de la DGSE datant de décembre dernier. On y apprend que 5 jours après les attentats du 13 novembre, les services de renseignement français ont découvert l'existence d'une cellule d'assistance informatique, une hotline donc disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'image des services proposés par votre opérateur téléphonique ou encore votre fournisseur de gaz. Concrètement, il s'agit d'un site internet à travers lequel des experts en informatique diplômés d'université répondent en ligne et en direct aux questions des activistes de Daesh. Le but, c'est d'être discret quand ces derniers communiquent au fond de la propagande sur Internet. Techniquement, il s'agit d'apprendre à crypter ces messages sur le web et aussi sur les plateformes de SMS telles que WhatsApp. Mais ce n'est pas tout. On trouve dans ce dispositif d'assistance un compte Twitter et des blogs qui proposent de véritables formations en ligne. Alors si elle peut paraître insolite, cette hotline de Daesh semble répondre à une inquiétude du côté des dirigeants de l'organisation terroriste. On le sait, les services secrets occidentaux se sont vraiment rendus compte un peu tard, diront certains, qu'Internet était l'outil de prédilection des djihadistes, tant sur le terrain de la propagande que sur le terrain des opérations. Donc depuis un peu plus de 2 ans, la surveillance s'est accrue et de nombreux pays se sont dotés d'unités de cybervigilance dont le but est de surveiller justement Daesh qui aurait même développé sa propre application de messagerie codée, c'est-à-dire leur propre WhatsApp. Alors après le guide de bonne conduite djihadiste paru sur les réseaux sociaux en 2014, Daesh passe à la vitesse supérieure avec cette hotline. Cela révèle finalement ce que l'on savait déjà. Quand on parle de Daesh, on ne parle pas de fou de Dieu sans raison ni tactique, mais bien d'une stratégie pensée et organisée. L'utilisation du net à des fins terroristes intéressera sans doute la commission d'enquête parlementaire qui va se mettre en place en France quelques semaines à peine après les terribles attentats du 13 novembre. Son objectif premier, évaluer les moyens mis en place par l'exécutif pour lutter contre ce fléau. Jonathan Serrero. L'État a-t-il failli dans la gestion des attentats? C'est ce que suspecte la droite parlementaire. Elle a réclamé la création d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les manquements observés lors des attaques terroristes de cette année 2015. 3 types de failles apparaissent. Y a-t-il eu une faille dans les services de renseignement? Acte 1. Concernant les attentats survenus à la rédaction de Charlie Hebdo et à l'Hyper-Cacher, la question est de savoir pour quelles raisons les frères Kouachi et Amédi Koulibaly n'ont pas fait l'objet d'une surveillance plus serrée. Au sujet des attentats du 13 novembre dernier, il existe d'autres interrogations. Comment Omar Ismaël Mostefai, ici au centre, objet d'une fiche S depuis 2010, signalé 2 fois à Paris pour son appartenance à la mouvement djihadiste selon Ankara, a-t-il pu partir en Syrie sans attirer l'attention? En décembre 2014, la Turquie a pourtant informé la France des allers-retours incessants de Mostefai entre la Syrie, la Turquie et la France. Les autorités d'Ankara ont affirmé alors n'avoir jamais eu de retour des services de renseignement français. Abdelhamid Abaoud a aussi multiplié les allers-retours entre la Syrie et l'Europe sans être inquiété. Y a-t-il eu une faille dans les contrôles aux frontières? Acte 2.
La libre circulation des personnes dans l'espace Schengen sera au centre des débats. Une libertine mouvement qui a permis à Sami Amimour, l'un des terroristes du Bataclan, d'effectuer sans encombre des allers-retours entre la Syrie et la France. L'homme était pourtant sous le coup d'un mandat d'arrêt international et d'une mise en examen prononcée en 2012 pour association de malfaiteurs terroristes. Autre interrogation, comment se fait-il que la Belgique a pu laisser filer 3 de ses ressortissants, les frères Abdeslam et Abdelhamid Abaoud, alors que la connexion entre les djihadistes belges et français était connue depuis Mehdi Nemmouche, arrêté à la gare Saint-Charles de Marseille, et l'attentat raté du Thalys au mois d'août 2015. Y a-t-il eu une faille dans les contrôles des trafics d'armes? Acte 3. Les attaques perpétrées à Paris soulèvent plusieurs questions cruciales. Comment les assaillants se procurent-ils leurs armes dans la mesure où l'accès à celles-ci est généralement illégal en France ou strictement réglementé? Les terroristes disposaient notamment de 6 pistolets Tokarev, d'un revolver des années 1930, de fusils d'assaut provenant de Slovaquie, de Russie ou de l'ex-Yougoslavie. Malgré les milliers de perquisitions effectuées entre janvier et novembre 2015, l'État n'a pas pu éviter les attentats du mois de novembre. Et pour avoir un éclairage de cette situation politique, nous allons retrouver en direct de Paris le rédacteur en chef adjoint de l'Express, Pascal Saut. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Alors, à votre avis, pourquoi la droite insiste-t-elle à ce point pour la création de cette commission d'enquête parlementaire ? Il y a 2 raisons en réalité. Il y a une raison qu'on va écarter assez rapidement, mais qu'il faut quand même nommer, qui est une raison politique. Il faut se rappeler qu'en 2012, lorsqu'il y avait l'attentat de Mohamed Merah, qui avait provoqué la mort d'enfants dans l'école juive à Toulouse et de militaires, la gauche, à l'époque, qui était dans l'opposition à Nicolas Sarkozy, président de la République, avait elle aussi réclamé une enquête et des précisions sur les conditions dans lesquelles cet attentat avait pu avoir lieu. Donc, retour un peu de bâton quelques années plus tard, la droite, à son tour, réclame au gouvernement socialiste de François Hollande et Emmanuel Valls des explications sur ce qui s'est passé et pourquoi on en arrive à cette situation, qui est quand même l'attentat le plus grave qui a été commis en France de toute l'histoire. 130 morts au Bataclan et autour, dans les cafés et restaurants autour, c'était inédit, un bilan d'une telle gravité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la droite réclame cette commission d'enquête parlementaire parce que les enquêtes judiciaires qui sont menées depuis les attentats ont quand même démontré qu'il y avait des questions légitimes à poser sur 2 points. Premièrement, est-ce que les enquêtes en amont, c'est-à-dire les renseignements sur ces terroristes qui sont passés à l'action de Belgique, étaient bien rassemblés? Est-ce qu'il y a eu une bonne coopération, notamment entre Belges et Français? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les deuxièmes séries de questions qui se posent, elles concernent les conditions d'intervention des forces de sécurité, tant au Bataclan après les attentats, que quelques jours plus tard à Saint-Denis, où s'était retranché Abdelhamid Abaoud, probablement l'organisateur des attentats. Donc, à votre avis, cette commission d'enquête pourrait déceler des failles dans la gestion de ces attentats, avant comme après ? C'est possible, mais alors la question, il y a quand même un bémol à apporter qui est assez important, c'est que vous savez que la commission d'enquête parlementaire, en réalité, ses conditions d'investigation sont relativement limitées, parce qu'il y a des instructions en cours. Donc tout ce qui relève du secret de l'instruction, des instructions en cours, ne sera pas accessible aux parlementaires. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir conduire une enquête aussi fouillée qui serait nécessaire? Ce n'est pas certain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, il y a des questions légitimes. Par exemple, est-ce que l'intervention des forces de sécurité s'est déroulée assez vite au Bataclan? Est-ce qu'il y a eu un délai raisonnable? Est-ce qu'on aurait pu éviter ce nombre de victimes colossales qu'il y a eu? Je rappelle qu'il y en a eu 90, rien que dans cette salle de spectacle. Donc toutes ces questions-là, elles sont légitimes et elles doivent être posées. Ça, c'est évidemment le premier point. Mais le plus difficile, je crois, et le plus délicat, c'est plutôt la question de savoir en amont si tous les renseignements nécessaires avaient bien été rassemblés et surtout bien analysés pour savoir si
finalement, ces groupes qui agissaient à partir de la Belgique n'auraient pas pu être repérés plus tôt. Un dernier mot, même très bref. Je me souviens du discours de François Hollande devant le Congrès de Versailles, devant tous les parlementaires réunis, et du consensus que nous avions observé. Tout le monde chantait la Marseillaise. Est-ce que la création de cette commission peut remettre en cause uniquement sur ce point, évidemment, la réaction de la société française face aux attentats, le consensus observé? Ça, c'est pas certain, parce qu'il faut se rappeler, il y a eu 2 étapes. Après janvier, après les attentats de Charlie Hebdo, il y avait une grande émotion très très forte qui s'était traduite par un rassemblement le 11 janvier de beaucoup de la population et indifféremment de droite et de gauche, des gens de droite et de gauche. Cette fois, le choc a été extrêmement fort, peut-être encore plus fort qu'au mois de janvier, probablement en raison du bilan. Et aujourd'hui, on est un peu face à autre chose. On a l'impression qu'ici, la population se demande, et les discours politiques d'ailleurs la confortent un peu dans ce sens, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir d'autres actions du même type ou d'autres attentats d'un genre différent, mais tout aussi meurtriers, et qui créent un climat, si vous voulez, un peu d'inquiétude? Alors évidemment, dans ces conditions, c'est plus difficile pour les hommes politiques, de droite comme de gauche, d'avoir des positions totalement tranchées. Merci beaucoup Pascal Saut pour cette contribution à Paris-Jaffa dans un souci de transparence. Je dois dire que hier Libération, aujourd'hui l'Express, que Libération, l'Express et I24 News font partie du même groupe créé par Patrick Drahi, et je me réjouis de cette collaboration entre ces 3 médias. Nous aurons l'occasion d'en reparler à l'occasion justement d'une émission politique que nous vous proposerons avec l'Express et Libération. Merci encore. Nous l'évoquions hier, les relations se crispent chaque jour davantage entre l'Union européenne et Israël. Les Israéliens se demandent encore pourquoi ils font l'objet de tant d'attention de la part de Bruxelles. Julia Ganancia. Nous sommes en Cisjordanie, mais ces usines sont israéliennes. C'est ici que sont fabriqués les produits controversés, ceux qui désormais sont étiquetés. Une façon pour les Européens d'informer le consommateur sur l'origine du produit, mais à Jérusalem, on voit les choses différemment. Étiqueter, c'est clairement participer au boycott international. Eh bien, l'État d'Israël n'est pas satisfait de la décision prise par l'Union européenne. Nous pensons que cette déclaration des ministres des Affaires étrangères européens reflète un parti pris contre Israël et un système 2 poids, 2 mesures. Il est très difficile de voir dans ces circonstances comment l'Union européenne pourrait être un partenaire honnête et contribuer au processus de paix ici. Michor Adoumim, entre Jérusalem et Jéricho. Ici aussi, la décision de l'Union européenne passe mal du côté des habitants israéliens. Comme le Premier ministre, certains n'hésitent plus à tracer un parallèle direct avec les heures les plus sombres de l'histoire européenne. Je pense qu'étiqueter les produits, c'est exactement comme y mettre une étoile jaune. Il n'y a aucune différence. C'est une étoile jaune et personnellement, je pense que c'est tout à fait inapproprié et je suis bien sûr complètement contre. Pour d'autres, le problème n'est pas historique mais économique. Israéliens comme Palestiniens seront pénalisés. Ce n'est pas une bonne chose, car si vous jetez un coup d'œil aux usines ici, 90% de la main-d'œuvre est palestinienne. Ce n'est pas une bonne chose pour eux, car ils sont employés ici. Qu'est-ce qu'ils pourront faire d'autre? Où iront-ils? Mais du côté palestinien, le problème n'est pas de savoir où aller, l'enjeu est bien plus politique. Le monde dans son ensemble veut maintenir, soutenir et préserver la solution des 2 États, d'après les frontières de 1967, et ce sont les mesures à prendre. Nous apprécions beaucoup ce que les Européens ont fait et nous en appelons aux autres nations pour qu'elles en fassent autant et qu'elles reconnaissent immédiatement l'État palestinien. Et c'est justement l'un des objectifs de l'Union européenne avec ces nouvelles mesures, pousser les Israéliens à reconnaître l'État palestinien. Mais pour Israël, ce chemin n'est pas le bon. Rien n'aboutira sans négociation, dit-on à Jérusalem. Une négociation qui pour beaucoup doit passer par un partage économique et non par l'étiquetage des produits. La diplomatie française est à la manœuvre dans l'adoption de ces mesures contraignantes, mais Manuel Valls, Premier ministre, a tenu à se démarquer hier soir, Olivier Lerner. Oui, Paul, j'ai assisté hier soir à cette soirée pas tout à fait comme les autres dans un grand hôtel. Manuel Valls était devant près de 800 personnes invitées donc à l'initiative du CRIF à s'expliquer sur sa politique en matière de lutte contre le terrorisme. Mais le Premier ministre n'a pas parlé que de cela. Il a donc été aussi question du mouvement BDS en France, boycott, désinvestissement et sanctions. Voilà ce que cela veut dire. Un mouvement particulièrement actif ici en France
puisqu'il y a des séminaires régulièrement et le BDS invite donc des militants à se former et à s'embarquer dans cette aventure de boycott. Il n'y avait pas de caméra hier soir pour enregistrer les propos de Manuel Valls. Nous en avions fait la demande, mais Matignon, comme le CRIF, ne le souhaitait pas et c'est regrettable. Mais il n'empêche que Manuel Valls a pesé chaque mot. Il a fait très attention en abordant justement le chapitre boycott. Je pense, a dit le Premier ministre, que nous allons prendre des dispositifs, mais toujours dans l'état de droit, qui doivent montrer que ça suffit et que on ne peut pas tout se permettre dans notre pays. Ce n'est pas la première fois que Manuel Valls envisage des mesures contre les manifestations en faveur du boycott de produits israéliens. Olivier. Alors, c'est vrai, il n'a pas prononcé le mot interdiction, comme l'aurait souhaité le président du CRIF, Roger Kuckerman. Oui, Paul. Merci beaucoup, Olivier. Vous avez compris qu'on doit rendre l'antenne dans quelques secondes à peine. Donc, il me reste quelques secondes pour vous dire qu'on se retrouve dans 4 minutes pour la deuxième partie de Paris-Jaffa. À tout de suite.